Merci d'être avec nous en Osmose sur www.osmose-radio.fr, sur Facebook, sur Instagram, sur Threads, sur TikTok et même sur X. Même si on est gentil, on est quand même sur X. Et là, face de moi, je me suis, on peut dire gentil, hein. Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour à vous également. Ça va ? Ça va très bien. Ça Merci. va mieux ? Oui. Que dans vos années scolaires. Depuis mon époque scolaire et depuis que je suis à la fac, ça va beaucoup mieux. Et oui, parce que Cédric vient nous présenter son livre. C'est quoi l'histoire ? C'est Léo et Clara, une histoire presque impossible. Oui, c'est une histoire à double facette qui évoque le harcèlement scolaire et ses effets inversés. D'accord. C'est une histoire biographique. C'est une histoire biographique avec une petite part de fiction à l'intérieur, dans le sens où une partie de ce que j'ai vécu est racontée avec une vérité des situations que j'ai vécues, mais également avec une part de fiction où j'introduis des éléments d'histoire qui ne sont pas fidèles à ce que j'ai vécu. D'accord. Alors, vous êtes Léo Dubois dans le texte. Totalement. C'est votre alter ego quelque part. Oui, c'est ça. Un jeune homme timide. C'est ça, c'est observateur, intelligent. Oui. Mais qui comprend pas trop les interactions sociales. Qui comprend pas trop les interactions sociales et qui sait pas comment s'intégrer dans les groupes sociaux, donc s'intégrer parmi ses semblables, c'est-à-dire ceux de son âge. Faire partie de la masse quelque part, c'est ou ça. Du commun des mortels, ou de la normalité. Faire partie de la norme à son âge. La normalité. C'est très compliqué pour lui en effet. Bah c'est pas si simple que ça. Hein. Et non. C'est très compliqué pour beaucoup de gens, mais il y en a qui font plus ou moins semblant, plus Totalement. facilement. Mais c'est que Léo, votre héros, est diagnostiqué autiste et c'est un HPI aussi. C'est ça. Il a un double diagnostic, donc HPI autiste. Ce que je ne dis pas dans le livre, c'est que ce sont des neuropsychologues de l'éducation qui l'ont diagnostiqué, comme dans la plupart des situations où on diagnostique un HPI et un autiste à la fois. Mais dans mon ouvrage, il est clair qu'avec beaucoup de ressources en lui, il arrive à vaincre tout ce qui est subi de manière négative. C'est déjà dur d'être harcelé, mais en plus ça fait pas une espèce d'étiquette un peu lourde à porter, ça ? Oui, bien sûr, c'est... Parce qu'on on dit tiens, c'est l'autiste HPI. Totalement. C'est un peu ça, non ? Quand on donne une étiquette à une personne qu'on juge bizarre dans la société et qu'on veut écarter des groupes, on lui donne beaucoup de surnoms dévalorisants. Ça peut être un débile mental, ça peut être une personne qui n'a aucun avenir. Par exemple, ça peut être une personne qui n'a aucune intelligence, qui est trop endormie ou je ne sais quoi. Ouais. C'est souvent au départ dans des situations de harcèlement, ça part ça part des jeux de brimade, ça part des jeux de rigolade. Puis avec du monde qui vient dans l'effet de masse, ça s'accentue et ça devient beaucoup plus ancré dans le harcèlement. Oui, puis ça peut devenir terrible. On a vu ces derniers temps des enfants qui meurent. Totalement. Qui se suicident. La dernière en date est une adolescente qui était dans une gare et qui avait descendu dans les rails et qui avait attendu l'arrivée d'un train qui l'a malencontreusement happé. Oui. Donc cette jeune fille, cette jeune lycéenne Caméléon a préféré mettre fin à ses jours parce que le harcèlement, malheureusement, dans beaucoup de cas, pousse ceux qui en sont victimes au suicide ou à la mutilation, et c'est très grave. Et aussi à l'enfermement. À l'enfermement aussi d'une autre part, parce qu'on est beaucoup plus exposé, on n'arrive pas à trouver des solutions pour gérer ce stress et cette angoisse de harcèlement qu'on vit au quotidien. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, qui s'en aperçoivent pas, ce qu'on découvre dans votre livre, c'est à quel point c'est puissant pendant l'enfance, et à quel point c'est méchant, c'est dur. Enfin, oui, bien sûr. C'est cruel même. C'est vrai que le harcèlement, quand on le subit en étant enfant, c'est très cruel parce que les enfants reproduisent ce que font leurs parents dans la plupart des cas, ou reproduisent ce que font leurs amis, et le mimétisme dans le harcèlement scolaire est très présent. Ben oui. Totalement. Bien sûr. Alors dans votre livre, ça commence, c'est votre histoire. Après que vous avez un petit peu romancé. Oui, bien sûr. Et il y a évidemment un déclencheur. Cette déclencheuse, c'est Clara. C'est Clara, oui, bien sûr. C'est un petit peu la cheftaine. La cheftaine de la meute. Voilà, la leaduse. La leaduse, voilà. Harcèlement. Et donc, oui, elle plaît aux autres. Elle a une certaine influence. Elle a un charisme, bien sûr. Et du coup, Léo, c'est le souffre-douleur, c'est le bouc émissaire. C'est le souffre-douleur, c'est celui qui est le plus mal jugé. Et Clara, au départ, elle est fascinée par sa différence et par sa manière de voir le monde,
mais d'un autre côté, elle le trouve très bizarre, et donc en le trouvant très bizarre, en le trouvant à la fois des deux côtés, elle se dit si je l'embête au début, ça marche ou ça marche pas, et si il se laisse faire, j'ai plus qu'à accentuer et qu'à remuer le couteau dans la plaie, ce qui fait que ça marche très bien. Plutôt que d'essayer d'apprendre à connaître. Plutôt que d'apprendre à connaître diviser, et à aider une personne qui vit du harcèlement scolaire ou qui est bizarre, à l'aider à s'intégrer, ceux qui en sont victimes préfèrent d'une autre part essayer de s'intégrer, mais ça ne marche pas dans la plupart des cas. Et les auteurs de harcèlement scolaire, ils se rendent pas compte du mal qu'ils font en blessant l'autre. C'est l'effet de meute, quelque part. C'est un effet de meute. Bon, Clara démarre toute seule, mais elle a vite son petit groupe, sa bande, oui, c'est ça, qui en rajoute, parce que plus c'est nombreux à avoir harcelé, plus c'est lourd à porter, plus on a l'impression d'être seul au monde. C'est ça, on a l'impression de ne pas être écouté, d'être oublié, de ne pas être aidé suffisamment, et donc les personnes victimes de harcèlement scolaire sont un peu subissent au quotidien, ce sont ceux à qui les auteurs de harcèlement scolaire font le plus de mal. Et donc les auteurs de harcèlement scolaire, dans la plupart des cas, ils aiment bien se cacher derrière leurs petits jeux débiles, derrière leurs petits jeux sans conséquence pour eux. Et donc en harcelant une personne, la plupart du temps, les professeurs et les personnes de l'enseignement, de l'éducation nationale n'arrivent pas à gérer des situations qui virent certaines fois au dramatique, des situations où ils ne veulent pas reconnaître leur complicité dans la chose du harcèlement scolaire. C'est une complicité silencieuse, quelque part. C'est une complicité silencieuse. On le voit à travers le personnage de Monsieur Chalex, je crois. De Monsieur Chalex, professeur Chalex. C'est un prof, hein. Le professeur, oui, bien sûr. Lui, il fait l'aveugle, il met la tête dans le sable. Oui, c'est ça, c'est celui qui met Léo la tête dans le sable et qui refuse d'écouter ce que subit Léo au quotidien et de prendre en compte le problème et d'étouffer le problème. Et en refusant d'étouffer le problème de ce que vit Léo, c'est qu'on accorde du crédit à ce que font les harceleurs, donc les auteurs de harcèlement. Oui. Et donc Clara, elle trouve en Monsieur Chalex une personne qui acceptera les jeux entre alter ego que les auteurs de harcèlement scolaire font subir aux autres. Quelque part, c'est pire. C'est pire parce que on ignore, on détourne le regard et on justifie quelque part. Et plus il y a de monde qui harcèle, qui viennent dans la masse des harceleurs, et plus le harcèlement devient une chose normale, chose normale à supporter. Alors Léo, il est timide, il est un peu de plus en plus renfermé sur lui-même, puisqu'il se sent complètement agressé en fait. Mais c'est la bibliothèque, non? C'est les bouquins? Il va s'évader? Il va à la bibliothèque trouver des bouquins, et il s'intéresse plus particulièrement à des bouquins où on catégorise au Moyen-Âge et à la période moderne les sorcières qui périssent sur les bûchers, et les sorcières et les sorciers qui périssent sur les bûchers sont vus comme des gens infâmes, sont vus comme des gens qui font subir les pires châtiments aux autres, alors que ceux qui font subir les pires châtiments aux autres, c'est ceux qui entament des répressions contre les sorciers et les sorcières. Par exemple, Jeanne d'Arc, l'exemple de Jeanne d'Arc, ou l'exemple de sorciers et sorcières qu'on apparentait à des hérésies au Moyen-Âge. Oui, puis à des hérétiques, par exemple. Oui. C'est une pure folie. C'est une pure folie. Ouais. Avec le temps, on s'aperçoit à quel point. À quel point ça fait du mal. C'est une horreur. Bien sûr, et que ces sorcières, la plupart du temps, sont des femmes qui s'affirment ou qui utilisent des tisanes ou des choses un peu tout à fait naturelles aujourd'hui. Il ne faut pas oublier non plus que le harcèlement est une chose qui vit depuis la nuit des temps, qui est présente depuis la nuit des temps, que ça existe. C'est un peu la chasse à la normalité. Enfin, c'est comment on appelle ça? Dès qu'on vous trouve différent, on vous harcèle. C'est ça, c'est la chasse à la normalité. Je ne sais pas si ça existait à l'époque des préhistoires, mais... Et la chasse à la différence également. C'est les deux à la fois. Bien sûr. C'est un peu impressionnant. Mais Léo, quand même, il a un courage, malgré tout, parce qu'il décide de parler, d'exprimer, de montrer quelque chose. Comment ça se passe, cette mécanique? Ça s'est passé en vous, j'imagine? Oui, bien sûr, ça s'est passé en moi. Un jour, vous avez dit, c'est bon, je vais montrer. Un jour, j'ai dit, c'est trop, je peux plus supporter. Quand mes 3 harceleuses ont propagé des rumeurs à la fac sur moi en me traitant de pédosataniste et de toutes sortes de surnoms dévalorisants, en essayant de paraître normaux aux yeux du monde et d'engager des effets de masse contre moi, dans lesquels il disait aux autres allez le harceler, il se laisse faire, et puis allez l'embêter, le taquiner au début, et puis après lui donner toutes sortes de méchanceté, d'étiquettes débiles,
d'étiquettes dévalorisantes. Et en me donnant des étiquettes dévalorisantes, du coup, les harceleuses, elles apparaissent normales aux yeux des autres. C'était déjà comme ça à l'école primaire où les deux harceleuses que je connaissais propageaient toutes sortes de choses à mon encontre. Donc, des rumeurs, c'était des surnoms et c'était encourager les autres à venir dans leur jeu et à accentuer la mèche. C'est c'est un peu du jugement permanent. Le jugement permanent quotidien. Le bien, le mal, l'impression que comme c'est différent, c'est mal. Totalement. Et que nous, on est bien parce qu'on est plus nombreux. C'est ça. C'est un peu atroce, c'est complètement injuste. C'est ce qui vous révolte d'ailleurs, qui vous pousse à écrire et à réagir. Ce qui me révolte et c'est ce qui me fait réagir, c'est de voir comment les gens considèrent, en ignorant le harcèlement, que les auteurs de harcèlement sont pour eux la norme des choses. Alors que le harcèlement est inscrit comme un délit dans les normes juridiques. Mais en même temps, quand on voit les faits, c'est dur de le juger, c'est dur de le condamner. Et ce qui vous arrive dans l'histoire, ça arrive aussi à beaucoup de victimes. Vous changez de lycée, c'est vous qui changez d'établissement. C'est la victime qui doit partir. C'est la victime qui change d'établissement parce qu'elle y est forcée et parce que l'effet de masse prend en compte que les auteurs de harcèlement ont le dernier mot sur leur victime. Alors là, vous entrez au collège Stanislas à Paris. Oui. C'est la classe ? J'étais pas au collège Stanislas personnellement. J'étais dans un collège des Bouches-du-Rhône, mais mon héros. Le héros est à Stanislas, entre au collège Stanislas et de là il s'épanouit. Donc il gagne de l'intelligence. Il arrive à faire de bonnes rencontres, plutôt discrètes. Oui. Mais on va dire son harcèlement au collège ne commence qu'en classe de 4e, 3e. Et c'est là où c'est le retour un peu de personnages comme Clara. Par exemple, Zoé qui est la leadeuse des autres élèves, donc Zoé Delcourt, c'est la chef de meute et donc c'est elle qui harcèle en remplacement de Clara au collège, donc son souffre-douleur. D'accord. Stanislas. Ça recommence. C'est une espèce de malédiction. C'est une malédiction pour Léo, parce que la malédiction le poursuit jusqu'à l'université. Fatalitas, ça revient. Et après, à l'université, justement, donc vous sortiez du collège, du lycée, etc., vous êtes à l'université, et patatrac. Et patatrac, il espère que ça ne se reproduise plus, et puis ça revient dès la L1 de droit à l'université d'Orléans. En plus, avec les mêmes, c'est Clara qui revient, quoi. C'est Clara qui revient parce que il ignorait au début qu'elle était scolarisée avec ses deux meilleures amies, Maë et Justine, qui sont des complices dans le harcèlement. Des complices assez discrètes, plutôt silencieuses, mais en acceptant ce que fait leur meilleure amie, donc Clara. Et donc, les trois filles... même ne savaient pas que Léo était dans leur établissement et puis en se retrouvant, c'est là où la malédiction recommence et où le harcèlement peut redevenir une flamme. Un danger même. Même un danger. Bien sûr. Une arme. Une arme aussi dangereuse, très dangereuse. Alors qu'est-ce qui se passe à l'université ? Vous décidez de vous taire ? Léo, alors au début, j'ai décidé de me taire parce que le harcèlement était présent depuis la L1 avec les trois filles. Mais après, pendant la L1, il y a eu d'autres élèves qui se sont rajoutés, des élèves de ma promotion. Donc j'étais en CMI ingénieur en histoire multimédia, qui est une promotion d'histoire avec un accès à tout ce qui est numérique, la compréhension de l'influence numérique sur les plateformes historiques. D'accord. Et malheureusement, mes connaissances étaient plutôt des gens déstabilisateurs, et donc ils m'ont fait subir toutes sortes de choses. Ils m'ont qualifié de fasciste, facho. Ils m'ont dit que j'avais pris trop de cocaïne, trop de coke. En fait, pour eux, leurs mots, ce sont des choses qui se disent au quotidien, qui en fait, les mots qu'on donne, comme tu prends trop de coke, tu as trop fumé, quoi, ou tu es un facho, c'est des mots qui en fait ne méritent pas de dire c'est grave, il faut prendre en compte le problème, il faut les punir. Et en fait, ces gens-là, pour eux, dire des mots dévalorisants, pour eux, c'est normal de le dire. C'est normal de le dire. Après, c'est un peu atroce. On voit à quel point c'est violent, parce que même aller à l'école, ça devient un supplice quelque part. Oui, ça devient un supplice. Ça va commencer, le poids qu'on porte tous les mois, tous les jours. Oui, bien sûr. D'ailleurs, les chiffres françaises sont alarmantes, puisqu'il y a 20% des élèves scolarisés en 2025 qui déclarent avoir subi au moins une fois du harcèlement. 7% d'entre eux déclarent le subir au quotidien.
Et donc 3% des collégiens en subissent régulièrement, 5% des lycéens en subissent régulièrement, et 3% des écoliers, donc de ceux qui ont entre 7 et 11 ans, donc 7, 11 ans, 12 ans, en subissent au quotidien. Donc ça fait 450 000 personnes en France chaque année, 400 voire 450 000 personnes, et c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Oui, et puis souvent on imagine que ça dure la maternelle et la primaire, mais en vérité ça durait combien d'années pour vous? C'est très très long. C'est très très long à endurer et c'est une souffrance continue. Ouais. C'est une souffrance continue. En même temps, c'est une force incroyable parce que vous êtes un survivant là, vous êtes un warrior quelque part. Oui, c'est vrai que en le dénonçant, ça fait un effet on va dire, de reconnaissance en mon travail et en mon approche que j'ai réussi à me consolider. Et c'est vrai qu'en le dénonçant, j'essaie de faire ouvrir les yeux aux gens qui le font subir, ou qui le font subir, ou qui en font subir aux autres. Parce que des fois c'est inconscient, c'est de la connerie. Et parce qu'ils ont une part de pure innocence et ignorance, quoi. Voilà. Ils ont une part ils ont une part en fait du fait d'être plutôt à l'aise en le faisant souffrir aux autres. Ouais. Pour eux, traiter quelqu'un d'idiot ou faire du harcèlement, le propager aux autres, pour eux c'est une chose incroyable. Pour eux c'est le plus beau jour de leur vie que de déstabiliser une personne et de l'insulter. Ça justifie leur normalité. C'est une chose incroyable. Quelque part. Pour eux c'est leur lien en humanité. Ouais. Ou ça justifie leur normalité. Parce leur que, normalité et leur lien en humanité. On est très fade, très puisque les gens neutre. Idiots, et les gens, par exemple pervers narcissiques ou les autres comme ça, qui font subir du harcèlement aux autres et qui déstabilisent une personne, pour eux c'est une chose humaniste que de harceler, c'est une chose normale. Voilà. C'est les conquérants du bien, quoi. C'est le conquérant du bien. Quelque part, oui. C'est le fait d'apparaître sous leur meilleur jour. C'est complètement con, permettez-moi l'expression. Alors, en tous les cas, il y a les harceleurs, mais aussi les amis et les faux amis. Les faux amis, bien sûr. Qui se retournent, et là, ça fait encore plus mal, non? Totalement, c'est le cas de Manon, qui est une fausse amie. Oui, dans l'histoire, c'est d'elle que je veux parler. C'est elle qui d'une part, au début, vient en aide à Léo. Donc, Contact finit par, en étudiant l'histoire, en allant se piocher sur les réseaux sociaux, toutes les scènes de harcèlement qu'a vécu Léo au collège, donc c'est des extraits de vidéos, des images, des photos de classe, etc. Et puis elle contacte 3 influenceurs, des influenceurs militants contre le harcèlement, et ils décident de publier un soir une vidéo avec un texte écrit par Manon. D'accord. Et en 2 jours, la vidéo atteint des millions de vues. Ça devient viral. Ça devient viral. Et c'est l'effet buzz que j'essaie de prendre en compte, donc de mettre en compte, parce que pour moi, l'effet buzz, c'est un effet inversé du harcèlement, où en fait, les 3 principales victimes de ce buzz, donc ce sont les autrices du harcèlement scolaire. Et donc c'est un effet inversé du harcèlement, puisque il peut arriver dans des situations de harcèlement scolaire où des élèves ou des amis de victimes de harcèlement scolaire qui aident leurs semblables, donc arrive à piéger une personne autrice ou auteur du harcèlement scolaire. D'accord. Mais là, ça va loin. Ça va très loin. Léo est blessé à un moment. Ça va très loin puisque ça finit par se retourner contre les auteurs et les autrices de harcèlement scolaire, mais également ceux qui en pâtissent également, puisqu'ils sont poussés à réagir et à étouffer la rumeur, mais c'est trop tard. En fait, ils peuvent plus, puisque des millions de personnes sont au courant, on ne peut plus étouffer la rumeur et ça va trop loin. D'accord. Je ne vais pas spoiler la fin parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Bien sûr. Mais, ça s'arrange. Vous êtes fort, vous arrivez à faire... Enfin, Léo est fort. Oui, bien sûr. Une espèce de tour de passe-passe qui retourne complètement la situation. J'aurais presque tendance à dire que que Léo et Clara sont très forts, puisque Léo est très fort de reconnaître tout ce qu'il vit et d'arriver à extérioriser et intérioriser tout ce qu'il vit. Mais grâce à Clara qui reconnaît ses torts, c'est peut-être un espoir pour que la société évolue et pour que les auteurs et les autrices de harcèlement puissent reconnaître ce qu'ils font dans la plupart des cas, puisque une bonne partie d'entre eux, on peut toujours penser qu'ils refuseront de reconnaître ce qu'ils ont fait. Oui, parce qu'ils pensent avoir la raison avec eux. Ils pensent avoir leur raison avec eux, alors que leurs raisons sont à tort. Bien sûr. Le jugement est complètement con. Est complètement con. Bien sûr, c'est complètement, comment on appelle ça, personnel. Voilà, ce jugement que je porte, c'est moi que ça concerne. Bien sûr. Voilà. Vous ne faites que le subir et la force que vous avez, c'est qu'à un moment, vous arrivez à dépasser ça. À dépasser ça et en faire une arme, quelque part. Et en faire une arme utile pour aider les autres. Pour aider les autres à
à s'enlever des effets de harcèlement scolaire et de tout ce qu'ils subissent au quotidien. Et comme vous le dites, c'est peut-être pas forcément les harcelés que vous aidez, mais les harceleurs, parce que les faire sortir de ça, c'est fort. C'est très fort. Ouais. Et c'est très rare dans des livres sur le harcèlement scolaire que les auteurs écrivent des scénarios dans lesquels ils encouragent les auteurs de harcèlement ou les autrices de harcèlement à revoir leurs opinions et leurs jugements qu'ils ont sur les autres. Et c'est le travail que j'essaie d'entamer. Ce que j'allais dire, c'est que vous ne tombez pas dans le piège. Vous ne la jugez pas Bien vraiment, sûr. Clara. Non, bien Vous sûr. essayez de la comprendre aussi. J'essaie de la comprendre, de se mettre à la place d'elle pour essayer de voir tout ce qui la pousse à harceler une personne et pourquoi elle décide de changer finalement de position à la fin. Bah, de comprendre. De comprendre ce qu'elle fait subir. Petite étincelle comme ça. À quel point elle est partie de trop loin. D'accord, bah c'est très beau. Ce livre, c'est vrai que c'est très beau, c'est une sorte d'alchimie, quoi, une métamorphose. C'est une sorte d'alchimie entre deux personnes donc, qui se crée très tardivement puisque le scénario que j'ai élaboré fait prendre conscience que le harcèlement ne permet pas de créer des liens forts entre deux personnes, dans la plupart des cas, entre une victime de harcèlement scolaire et un auteur de harcèlement scolaire. Ouais, puis les deux, il faut les comprendre. Les deux, faut les comprendre. Et puis, il faut que tout le monde arrête de se juger comme ça. Enfin, surtout de porter des jugements et de condamner les gens, parce que vous avez été condamné toute votre enfance. Là. Bien sûr, j'ai été condamné. Et vous devez encore vous battre aujourd'hui, j'imagine. Je suis obligé de me battre aujourd'hui pour reconnaître mes droits et pour encourager les autres à s'exprimer et à sortir de la masse. Puis surtout, l'autre gros problème, c'est qu'on vous porte des jugements, mais très graves. Bien sûr. Pédosataniste, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est pas léger. Non, c'est tout ce qui concerne la prédation sexuelle et tout ce qui concerne le fait de faire des sacrifices humains aux enfants. Oui, je vois. Et tout ça, c'est des choses dramatiques. C'est monstrueux. D'être qualifié comme ça par les 3 harceleuses en droit de la fac d'Avignon qui ne sont plus cette année, mais qui m'ont propagé ces rumeurs contre moi, ça va trop loin. Ça allait trop loin. Et j'ai été obligé de prendre la plume et d'écrire ce qui m'a beaucoup aidé. Vous avez bien fait. Monsieur Cano, Cédric, de votre prénom. On le trouve où, votre livre Alors, sur les principales plateformes de distribution numérique sur Internet, donc Amazon, la Fnac, Barnes et Noble. Oui. Donc, toutes les plateformes de distribution qu'il y a sur Internet. Et ça s'appelle Léo et Clara, une histoire presque impossible. Mais vous avez réussi à l'écrire. Totalement. 200 et quelques pages, je crois. 200 et quelques pages. Ouais. En auto-édition, c'est qui En auto-édition, donc il est publiable sur Internet. D'accord, on peut le chercher. On peut le chercher, on peut le commander. Et trouvez-le. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à lire. Merci beaucoup, Cédric. Merci également à vous. Et revenez quand vous voulez. Merci beaucoup.